Bonjour, bienvenue dans notre direct de ce mois de mai de C'est grave docteur. Alors le 12 mai, c'était la journée internationale des infirmières et des infirmiers. Donc on a décidé pour ce numéro de s'intéresser à ce métier essentiel. C'est un direct, mais je ne suis pas encore tout à fait en direct parce que je voulais laisser en ouverture de cette émission la parole à Adrien Dufour, qui est le directeur de la clinique Saint-Luc-Bouge, qui collabore avec nous pour cette émission. Bonjour Adrien. Bonjour Corinne. Alors vous êtes directeur de la clinique Saint-Luc-Bouge et comme on va parler des infirmiers et des infirmières, on va revenir dans le passé et c'était quand même votre formation à la base. Tout à fait, c'est ma formation initiale ici sur Namur d'infirmier bachelier, infirmier gradué à l'époque et spécialisé en soins intensifs et aide médicale urgente. Est-ce que ça vous sert dans votre métier de directeur aujourd'hui ? Alors oui, ça me sert indéniablement parce que c'est un rappel régulier, fréquent à ne jamais oublier la mission de soins d'une structure comme la nôtre et le rapport à l'humain qu'on doit avoir, que ce soit vis-à-vis du patient, que ce soit vis-à-vis du personnel. Et donc c'est vraiment réancrer au quotidien cette touche d'humanité, d'humanisme qu'on doit avoir. On se sent très fort ici à la clinique, donc effectivement, ça vous sert. Pas de regret de ne plus être sur le terrain ? Alors, pas de regret, je ne vais pas dire oui, je ne vais pas dire non, c'est un choix. Et donc, j'ai eu quelques années de belles pratiques, que ce soit dans le secteur hospitalier en tant que tel, mais aussi dans le secteur des soins à domicile et autres. Mais tout ça contribue à me permettre d'être qui je suis aujourd'hui, et donc certainement pas un regret, des choix, et des choix mûrement réfléchis. Alors on se doute que les infirmières et les infirmiers sont essentiels dans une clinique, mais en quoi sont-ils essentiels ? En fait, ils représentent, comme l'ensemble des acteurs de soins, des maillons essentiels dans la prise en charge du patient. Et l'hôpital est une fédération de métiers, une fédération de personnes qui vont contribuer à cette mission de prise en charge. Bien souvent, on a dit que le personnel infirmier était le dernier rempart par rapport aux patients. Et c'est vrai que c'est une notion qui revient souvent. Il y a un relais, une surveillance, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des patients au chevet du patient. C'est souvent l'expression qui est utilisée. Et donc, dans cette garantie de continuité de prise en charge, de qualité de prise en charge, l'infirmier, l'infirmière joue un rôle essentiel, vraiment en regard de ces impératifs. Bien sûr, la dynamique a évolué, les choses ont changé et on est vraiment maintenant dans une dynamique interprofessionnelle, mais la garantie au chevet du patient aujourd'hui est toujours assurée par le personnel infirmier et le personnel soignant. Alors, attentionnellement, j'ai dit la journée internationale des infirmières et des infirmiers. Il y a quand même toujours plus de femmes que d'hommes pour ce type de métier. C'est en passe de changer ? Oui, il y a toujours plus aujourd'hui d'infirmières que d'infirmiers, si ce n'est qu'on voit sur les dernières années une évolution avec un emploi masculin un peu plus marqué, mais la dominance est clairement féminine, oui. Et d'ailleurs, quand vous avez fait vos études, vous étiez le seul garçon de la classe, plus ou moins ? Sur 180, on était 10, je pense, 10-15. Voilà, oui. Mais tout ça évolue. Alors parfois on pourrait se dire oui, mais peut-être qu'il y a des choix qui sont plus portés vers le technique pour les choix plus masculins et autres. C'est vraiment des clichés aujourd'hui. Tout le monde travaille dans l'ensemble des secteurs. Et ce qui anime surtout, c'est ce qui va vraiment toucher la personne au fond d'elle-même, sur ce qu'elle va apporter à l'autre. Et aujourd'hui, on a des infirmiers dans toutes les disciplines en fait. Est-ce que vous avez fait quelque chose de particulier le 12 mai pour cette journée internationale vis-à-vis de votre personnel soignant, infirmier et infirmière ? Historiquement, on écrit toujours un petit mot sur nos pages, réseaux sociaux et autres, mais on avait créé en son temps la journée de l'infirmière et c'est devenu On bouge ensemble. C'est pour montrer aussi la dynamique et donc chaque année on crée un événement un peu after work où on se retrouve tous ensemble, mais l'événement qui avait une connotation d'abord département infirmier, nous avons vraiment eu la volonté de le porter d'un point de vue institutionnel parce qu'au final, comme on l'a dit, le département infirmier est un département qui est le plus gros de l'institution, mais ça contribue aussi à une dynamique qui est collective, et on voulait que cette dynamique collective puisse être pour tout le monde la même, puisque tout le monde contribue au même objectif, qui est la mission de soins de l'hôpital.
Tout à fait. Alors, avant d'aller retrouver la chef de ce département et de démarrer ce live, moi, j'aimerais bien, en fait, vous laisser la parole, Adrien, pour faire un message à votre personnel infirmier. Je pense que le message se situe à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est les remercier sincèrement parce que concrètement, on peut être un directeur général ou une équipe de direction si on n'a pas des personnes qui se lèvent le matin, qui contribuent à tourner sur les 3 shifts et réaliser vraiment les soins tels qu'ils sont réalisés aujourd'hui. Ça ne sert à rien de se lever. L'hôpital ne tourne pas. C'est valable pour tous les professionnels qui contribuent à cette continuité chevet du patient. La deuxième chose, c'est ce qui me revient souvent, c'est le côté chaleureux, le côté bienveillant du personnel infirmier. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Pourquoi? Parce que c'est des retours que nous avons souvent. Et ça marque vraiment un point d'intérêt, un point d'importance de la relation qu'on peut consacrer à l'autre. Et c'est clairement le capital le plus précieux qu'on peut avoir, c'est de se dire qu'on a une richesse humaine au sein de l'institution qui est majeure. Et cette richesse, elle nous est renvoyée aussi par les patients. Ça, ce serait le deuxième message. Le troisième message que j'ai envie de délivrer, c'est ne doutez jamais de l'utilité de votre fonction, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire à certains moments, de par des regards politiques ou par des regards qui sont plus austères sur des mesures d'économie, de relayer certaines professions moins utiles que d'autres. Aujourd'hui, j'ai tendance à dire stop, arrêtons, il y a cette valeur, il y a ce regard, il y a cette pratique, il y a cette notion d'évolution, cette possibilité d'évolution, et donc il faut d'abord être fier de soi et de ce que l'on est et ce à quoi on contribue. Et là aussi, encore de nouveau, un tout grand merci. Et ne pas avoir peur d'ouvrir les horizons, de creuser et de rester curieux. Donc voilà, merci à toutes et à tous et surtout longue vie à Saint-Luc. Voilà, c'est bien de terminer par un merci. Et en tout cas, merci Adrien Dufour. Et je vous laisse à vos occupations. Et moi, je vais aller rejoindre mon live. Merci. Merci. Alors Caroline, toi, tu es la directrice du département infirmier. Pas seulement. Et des services qui sont associés également. Ça te fait quoi d'entendre ton directeur, Adrien Dufour, finalement adresser un merci à l'ensemble des infirmières et infirmiers? C'est une très belle reconnaissance. Adrien était infirmier au départ, donc il connaît le métier. Et donc c'est finalement un DG qui connaît finalement le sens du métier, le cœur qu'on y met et le côté humain et toutes ces relations qu'on a avec le patient. Tout à fait. Et d'ailleurs, il le dit lui-même, dans sa propre fonction, il y a aussi ce côté humain puisqu'il a été infirmier. C'est pareil pour toi. Tu as été infirmière avant de devenir la directrice du département infirmier. Tu avais une spécialisation? Oui, j'ai travaillé en oncologie pendant pas mal d'années. Donc un service où on est vraiment très proche de l'humain, où on doit être vraiment dans l'accompagnement, dans le soutien et dans toutes les réussites qu'on peut avoir dans ce type de suivi de patients. Donc oui, ça m'a profondément finalement fait devenir la personne que je suis aujourd'hui, la directrice que je suis aujourd'hui. Tu dis exactement la même chose qu'Adrien, donc c'est marrant. Et ça ne te manque pas? Alors si, mais je fais ce qu'on appelle des immersions. Donc c'est quelque chose que je garde et que j'essaye de mettre en place, de pouvoir de temps en temps retourner dans les soins pour déjà ça fait partie aussi de pouvoir garder la relation avec le terrain parce que malgré tout en tant que directrice on est beaucoup moins sur le terrain que ce qu'on était auparavant et donc ça permet de garder ce lien, de refaire des petites immersions comme ça sur le terrain dans différents secteurs. Mais c'est bien ça. Alors, ce département infirmier, en tout cas, je pense qu'on a peut-être besoin de toi dans le couloir. Oui, je rigolerai tout de suite après. Mais ce département, il comprend combien de personnes? Alors, le département, il comprend entre 650 et 700 ETP. Et là-dedans, ETP, c'est des équivalents temps plein. Oui. Et en fait, par rapport au nombre d'infis qu'il y a dans ce département, on est quand même à 470, plus ou moins environ, infirmières et infirmiers. C'est la clinique Saint-Luc-Bouche. Oui. Justement, tu dis infirmières et infirmiers. On a parlé un petit peu aussi de ce côté que on a quand même toujours beaucoup plus d'infirmières que d'infirmiers. Et tu as les chiffres par rapport à ça? Donc sur les 470 infirmiers, nous avons une proportion de 70 hommes et le reste de femmes. Voilà, et ça a tendance à augmenter? Ça a tendance à augmenter, effectivement, puisque le métier, finalement, c'est plus un métier de femme, puisque le but, c'est d'avoir un métier humain, de se sentir utile et trouver un sens, et tout le monde a envie, finalement, de trouver un sens dans le métier qu'il veut faire, et donc, effectivement, ça évolue.
Et toi, ton rôle, c'est de diriger tout ça, mais pas que, je pense. Hein. Alors, mon rôle en tant que directrice, c'est surtout de pouvoir apporter le côté, pouvoir travailler et de créer finalement toutes les conditions qui permettent aux infirmières et aux personnes qui travaillent avec elles de pouvoir travailler dans des conditions de qualité et aussi de temps auprès du patient. Et donc, c'est de pouvoir être autour de tout ça et de pouvoir leur permettre de faire leur métier correctement, de travailler sur la reconnaissance aussi, donc pour pouvoir permettre tout ce qui est formation, évolution professionnelle, de pouvoir jouer aussi sur tout ce qui est équilibre familial et professionnel, parce qu'on sait que c'est un métier qui demande des pauses, et donc ça permet effectivement de pouvoir travailler sur un équilibre. Et donc voilà, c'est tout ça, et le soutien, de pouvoir remonter aussi les difficultés de terrain à mon directeur général pour pouvoir mettre des plans d'action en place. Donc voilà, c'est tout ça aujourd'hui que je fais. Alors, tu as parlé justement de toutes les personnes qui travaillent autour, oui. Parce qu'effectivement, l'infirmière ou l'infirmier ne peut pas fonctionner avec sans le reste de l'équipe. Effectivement, le soin ne s'arrête pas à l'infirmière. Le soin, c'est quelque chose qui est collaboratif. On ne sait pas travailler sans le médecin, on ne sait pas travailler sans la secrétaire, on ne sait pas travailler sans l'assistante sociale. Le soin, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas que technique, hein, parce que souvent on met l'infirmière les soins techniques, mais il y a le côté collaboration, construction. Voilà, il y a tout ça qui fait partie. Donc effectivement, tout mon département représente la majorité de l'institution, mais ils travaillent tous ensemble. On parle souvent de pénurie, tu le ressens toi ici ? Alors oui, après ce n'est pas qu'un débat de pénurie, effectivement il y a une pénurie. La réforme des hôpitaux pourrait effectivement nous aider à pouvoir répartir équitablement cette pénurie, mais il y a aussi le côté où on doit revaloriser la profession. Donc pouvoir reconnaître que ce métier est un métier difficile, pouvoir le mettre en avant, et tout ça, effectivement c'est toutes des petites améliorations qu'on peut mettre en place pour attirer, rendre vraiment le métier attractif, parce qu'il est humain, il a du sens, mais il faut qu'on puisse, comme je le disais tout à l'heure, trouver un juste milieu entre la vie professionnelle et vie familiale. Il y a toutes ces formations qu'on peut permettre d'évoluer. Et puis une infirmière, c'est pas un métier, c'est multimétier. Tout à fait, et c'est ce qu'on s'est rendu compte parce qu'on est allé voir différentes personnes qui font partie de ton département, 3 infirmières. Et la première, justement, tu parlais d'évolution professionnelle, c'est Laura, et elle va nous en parler de cette évolution professionnelle. Donc je propose qu'on la regarde tout de suite. Bonjour Laura. Bonjour Corinne. Alors je t'intercepte vraiment à la sortie de la chambre. Tu es en train de faire ton tour dans les chambres? Tout à fait. Donc en matinée, en général, on fait le tour des patients en stomathérapie comme en soins de plaie. Alors explique-nous déjà un petit peu ton rôle ici en tant qu'infirmière à la clinique Saint-Luc. Alors moi, je travaille ici à la clinique depuis 15 ans. J'ai commencé en tant qu'infirmière SIAMU. SIAMU, pour ceux qui ne savent pas. Donc soins intensifs et aide médicale d'urgence. Donc je travaille depuis 2011 maintenant dans l'unité des soins intensifs. Et depuis 2022, j'ai repris une formation en stomathérapie et puis plus récemment un diplôme universitaire en soins de plaie. Qui est très particulier. Alors là, ça, c'est vraiment une spécialité spécifique. Tout à fait. Donc c'est une formation pour devenir référente, donc pour prendre en charge les patients qui sont porteurs de stomies, qu'elles soient digestives ou urinaires, des stomies d'alimentation, et des patients qui sont porteurs de plaies simples à complexes. Alors on se dit souvent que le métier d'infirmière, il faut vraiment que ce soit une vocation à la base. Est-ce que c'était le cas chez toi? Tu as toujours voulu faire ça? Tout à fait. Ma maman elle-même est infirmière, elle travaille ici au sein de la clinique, et donc je pense que le fait de l'entendre parler de ça et de venir faire certains de mes stages ici aussi m'a donné vraiment envie de travailler à la clinique. C'est vraiment le caractère humain essentiellement, et puis tout près de chez moi aussi, donc voilà. Et ça fait 15 ans que je suis là. Pas de regret? Aucun regret. Et comment est-ce que tu as choisi d'aller dans tel service, de faire cette spécialité aussi? Je pense que c'est au cours de mes études, les stages. En fait, on propose différents stages au cours des études, et j'ai vraiment fort accroché lors d'un stage de soins intensifs. Donc voilà, j'ai décidé de faire ma formation SIAMU, et ce qui m'a menée dans le service ici. Alors si tu devais nous décrire, parce que nous on est un petit peu curieux quand on ne connaît pas le métier, une journée type pour toi. Si c'est par exemple dans ce service-ci, là je vois que tu l'as dit, hein, tu fais le tour des chambres le matin. Alors le matin on arrive, on répertorie le nombre de patients, soit en stomathérapie, soit en plaie. Et souvent on a également des demandes des services, donc on est référente, ce qui veut dire qu'on nous interpelle pour des avis au cours de la matinée. Donc on va voir les patients, on refait les soins, on montre également comment refaire le soin à l'infirmière de première ligne. Et alors l'après-midi, le mercredi et le vendredi, on a nos consultations
donc au rez-de-chaussée de l'hôpital. Alors quand tu es aux soins intensifs, c'est très particulier. On se dit toujours soins intensifs, on le dit, c'est intensif. Émotionnellement, c'est pas plus difficile? Donc on pense toujours que les soins intensifs, c'est un milieu de soins qui est très négatif et très triste, parce qu'on rencontre beaucoup de patients qui sont sédatés, sous respirateur et dont le pronostic de vie n'est pas toujours très bon. Mais au contraire, on peut aussi avoir des patients qui sortent du bloc opératoire, qu'on accompagne pendant quelques jours avant d'être transférés dans les autres services. Et donc voilà, il y a toutes sortes, toutes formes d'émotions qui font partie de ce service. Qu'est-ce que tu préfères, toi, dans ton métier? Tout. Je vais dire que la fonction d'infirmière, elle est très intéressante dans le sens où elle offre plusieurs possibilités, plusieurs formations. Ce qui a été mon cas. Après 10 ans en soins intensifs, j'ai eu envie de découvrir d'autres horizons. Ce qui implique de reprendre des formations, des études peut-être un petit peu plus tard, après 10 ans. Mais je ne regrette rien parce que c'est une mise à jour continue des connaissances. C'est aussi transmettre ce que j'apprends en cours, transmettre de mes expériences en stage avec certains patients, certains cas cliniques. Et c'est aussi aider le personnel de la clinique, les former notamment lors des formations chaque mois. Avec toi ici, on se rend compte que infirmière, on pense souvent à l'infirmière qui va passer, s'occuper du patient dans la chambre, mais on se rend compte aussi qu'il y a un côté très technique. Oui, tout à fait. Alors c'est le côté très technique lors du soin. Donc on pense souvent que lorsqu'on est appelé pour un avis en stomathérapie comme en soins de plaie, que ça va se limiter juste à dire c'était tel type de plaie, on met tel type de pansement, tel type de produit. Mais non, c'est vraiment une prise en charge globale du patient. Et j'aime toujours bien dire au patient qu'il est entouré d'un petit monde autour de lui. Donc évidemment, on prend le patient dans sa globalité, ses symptômes, ses émotions, mais aussi son entourage. Bien souvent, que ce soit en hospitalier ou en consultation, le conjoint ou la conjointe est là, les enfants, parfois les infirmières à domicile. Et alors, on collabore aussi avec les médecins traitants, les infirmières des centres de revalidation et les infirmières de maisons de repos. Donc c'est une prise en charge vraiment globale. Ouais. Tu viens de le citer, les infirmières à domicile. Ouais. Ça, c'est toujours ton cas, ça se termine. Ouais, voilà. Ça, c'est un monde complètement différent encore. Alors c'est complètement différent. Moi, ça fait pour ma part 10 ans que j'ai un pied dans le domicile et ça vient compléter en fait. Et ici, ma fonction de stomathérapeute et soins de plaie, c'est un peu le dénominateur commun à tout ça. Et mes 10 années en soins à domicile me permettent de voir un petit peu l'envers du décor hospitalier et voir comment les patients évoluent chez eux, ce qui est possible de mettre en place ou non. Parce que parfois, quand on soigne un patient à l'hôpital, on se dit, on a plusieurs ressources sous la main, mais ce qui n'est pas le cas en domicile. Donc on essaye toujours de s'adapter et on collabore énormément avec les infirmières en dehors de l'hôpital. C'est complètement différent parce que tu vas trouver le patient chez lui. Tout à fait. Ça ne va pas te manquer? Un petit peu, mais voilà, je pense qu'il faut savoir faire des choix et c'est pour un mieux, c'est pour davantage développer la fonction ici. Donc, oui. Tu as encore des envies d'évolution? Tout à fait. Mais la fonction d'infirmière stomathérapeute et clinicienne en soins de plaie englobe beaucoup de choses. Donc oui, il y a encore beaucoup de projets qui se mettent en place. Et possibilités. Tout à fait. Alors on a demandé en amont donc, de ce live, de cette émission, aux gens qui regardaient les réseaux sociaux, notamment de la clinique Saint-Luc, votre page Facebook, de donner éventuellement des témoignages ou des anecdotes avec des infirmières. Et on en a une ici qui te concerne parce qu'à l'époque tu étais aux soins intensifs. Et c'est Anne en fait qui témoigne et elle dit que son époux est resté 7 semaines aux soins intensifs, donc parfois ça dure aux soins intensifs, en 2018. Et elle dit qu'elle pense encore aujourd'hui, chaque jour, à ces infirmières qui lui ont rendu son époux en forme. Ça, c'est un beau témoignage, évidemment. Vous en avez beaucoup? Oui, c'est important, je pense, d'avoir des témoignages. Parfois, on a des patients qui reviennent sur leurs 2 pieds, parce que parfois, quand ils quittent les soins, c'est pas toujours le cas, même si on essaye de faire au mieux. Mais c'est important d'avoir des retours positifs et de les savoir en bonne santé à la sortie. Parce que, comme elle le dit, 7 semaines, c'est très long et en fait, ça devient le quotidien du patient comme son entourage. Et donc, on fait vraiment partie de leur petite bulle pendant plusieurs semaines. Tout à fait. Et toi, tu as eu déjà des témoignages personnellement? Tout à fait, oui, que ce soit aux soins intensifs comme ici particulièrement. Je pense tout particulièrement à une patiente avec qui je reste régulièrement en contact, qui est restée très longuement hospitalisée et qui ne manque pas de me rappeler à quel point ma présence et mes petits conseils, et même passer une tête, pas nécessairement pour faire le soin, mais pour dire bonjour et discuter quelques minutes, à quel point ça a été important pour elle. Et donc ça,
il n'y a rien de plus important pour nous. Évidemment. Comme retour, c'est important. Oui, et on se rend compte là de l'importance de votre rôle en tout cas. Je vais te laisser travailler. Merci Laura, beaucoup. et Je vais on va descendre en continuer notre petit consultation. tour. Merci en tout cas. Merci à toi, Corinne. On en parlait juste avant son intervention à Laura, sa séquence, de la possibilité d'évoluer au sein de son métier. Mais Laura est finalement une bonne preuve de l'évolution et que le fait que l'infirmière n'est pas un seul métier mais plusieurs. Elle travaille aux soins intensifs, elle travaille à domicile, comme elle l'a dit, et elle est également stomathérapeute. Et donc le stomathérapeute, il y a aussi le côté éducation patient. Donc c'est aussi un autre rôle que l'infirmière a. Alors elle l'a également, que ce soit dans un service classique, mais là on est plus sur le travail d'illumage de soi, la préparation en amont d'une intervention, le suivi après une intervention. Et les soins à domicile, ben oui, effectivement, le soin ne s'arrête pas aux portes de l'hôpital. Et on doit aussi être finalement le rôle entre le domicile et l'hôpital et donc pouvoir prendre contact avec les infirmières de domicile, pouvoir parler des traitements ou des soins qu'on a mis en place pour qu'il y ait vraiment une continuité des soins à la sortie du patient. Alors ça, c'est quelque chose dont on ne se rend pas nécessairement compte, justement, en tant que patient ou non patient de l'extérieur, qu'il y a effectivement une continuité. Ça se fait via alors les assistantes sociales. Assistantes sociales, psychologues, les services de soins palliatifs quand c'est nécessaire de mettre en place d'autres moyens à la maison pour pouvoir garder le patient à la maison plutôt qu'à l'hôpital. Nos durées de séjour deviennent de plus en plus courtes et on doit garder le patient au moment aigu à l'hôpital. Et donc le but, c'est vraiment effectivement de développer énormément ces soins à domicile et donc les liens qu'on a avec les personnes qui sont à l'extérieur. Alors on en parlait de ce côté reconnaissance du patient, qui est quand même, il y a la reconnaissance du directeur, mais il y a la reconnaissance déjà du patient. pas mal. Exactement. Et nous, on invite toujours évidemment les gens qui nous suivent à témoigner. Et alors ici, on a un témoignage de Poi, en plusieurs parties d'ailleurs, mais qui dit notamment je suis hospitalisée depuis plusieurs mois dans différents services et sincèrement, chaque service où je suis passée, toute l'équipe infirmière, aide-soignant, stagiaire, plus qu'à l'écoute, quel que soit le besoin. Donc ça, c'est magnifique, c'est magnifique voilà. à entendre. Comme je le disais tout à l'heure, on parle de sens. On a vraiment un travail qui est humain. Et donc, aussi, mon rôle à moi, c'est de vérifier qu'on met toujours l'humain au centre et que l'infirmière puisse le faire avec les conditions de travail adéquates. Oui. Oui, parce que parfois, on imagine que c'est un métier, en plus avec la pénurie, où c'est pas toujours évident. Une mention particulière à un aide-soignant du service neurologique qui m'apportait mon petit café de 14h. Il se reconnaîtra, donc ça, je tenais quand même à le dire, puisqu'on a le témoignage ici. Et puis alors là, c'est une anecdote, le fait d'une prise de sang à 5h du matin. Et moi, je m'en étonnais. Je me disais, tiens, ça arrive qu'on fasse une prise de sang à 5h du matin. Alors oui, malheureusement, on essaye le moins possible. Mais comme on parlait tout à l'heure des soins à domicile, si le patient doit sortir assez tôt, parce qu'il y a eu toutes des précautions qui ont été mises à domicile, plus tôt la prise de sang est faite, plus tôt le médecin peut la vérifier, plus tôt le patient peut sortir dans les meilleures conditions possibles et pas faire une sortie tardive en soirée, ce qui mettrait en danger finalement la continuité des soins. Une grosse organisation. Exactement. Alors, on a également été à la rencontre de Léa, qui, elle, est en orthopédie. Et elle, c'est plutôt, on appelle ça une infirmière de chambre. C'est une infirmière en hospitalisation classique. Voilà. Je te propose qu'on écoute son témoignage. On s'est posé, Léa, pour faire ta rencontre. Et ça, c'est très rare dans la journée d'une infirmière. Oui, tout à fait. Alors, tu peux nous dire à quel étage, à quel service on est? C'est là que tu travailles. Donc, on est en CHIR 6, au 6e étage, en chirurgie, orthopédie et traumato. C'est un choix que tu as fait de travailler dans ce service? Alors oui, tout à fait, c'est un choix. C'est une longue histoire, mais c'est un choix. Mais pour quelle raison, ce choix-là? Tout simplement parce que j'ai fait mes études du coup en Belgique et durant mes études, je ne savais pas trop vers quoi me diriger. Puis à la fin de mes études, j'ai été stagiaire en fait ici. Okay. Et je suis tombée amoureuse de l'équipe et de la chirurgie et voilà, me voilà ici. Alors avant de parler un petit peu de ce que tu fais dans ce service, tu viens de le dire, j'ai fait mes études en Belgique parce que tu n'es pas belge. Non, je suis française. Voilà. Donc finalement, c'est ton pays d'adoption et de cœur, la Belgique. Exactement, il y a 4 ans maintenant. Et ce qui est surtout important, c'est que tu n'étais pas infirmière avant. Et c'est vrai qu'on dit souvent, infirmière, c'est quelque chose, c'est tellement un métier quand même qui est contraignant et difficile. Tu vas d'ailleurs nous dire si tu le trouves contraignant et difficile. C'était pas du tout une vocation, c'est venu après, ça s'est passé comment? Alors, moi, j'étais auxiliaire vétérinaire avant.
Ah oui. Voilà. Donc déjà comme un peu plus dans le médical. On hein. est dans le médical, Oui. mais pas les mêmes. Pas l'humain. Pas l'humain, voilà, disons cela. Et à l'époque, il y avait les concours, pardon. Bon, j'étais très jeune, et puis finalement, j'ai décidé d'être auxiliaire veto. Et vers mes 24 ans, je me suis dit, pourquoi pas infirmière. J'en avais beaucoup discuté avec ma maman, qui, elle, a fait des études d'infirmière, qui m'a donné envie. Et j'ai décidé donc de postuler en France. Mais il n'y a plus de concours. C'est sur dossier. J'avais un certain âge et mon dossier n'a pas été pris malgré toutes mes demandes. Donc j'avais à peu près plus d'une vingtaine de demandes et j'ai été refusée quasiment dans toutes les écoles. C'est dur ça quand on a vraiment envie de faire quelque chose. hein. Exactement, c'est Ouais. très dur, surtout qu'en plus on sait que c'est un métier qui est en pénurie et on a vraiment besoin de mains et finalement on ne nous donne pas cette chance-là. C'est incompréhensible. Donc j'ai décidé de venir en Belgique puisque j'en ai entendu que du bien et j'ai été prise dans une école du coup à Namur et j'ai fait mes études à Namur. Et tu n'as 3 ans pu et demi. quitter. Et j'ai pu quitter, je suis ici maintenant. Voilà. Alors tu viens de le dire, c'est ta maman qui t'a donné cette envie de vocation. Est-ce que c'est vraiment une vocation? En fait, c'est quelque chose que tu as de commun avec Laura, qu'on a aussi eu en interview. Et quand tu dis que c'est ta maman, c'est-à-dire en fait... Elle m'a donné envie, bon, elle m'en a beaucoup parlé, elle m'a parlé beaucoup de ses études. Et puis j'ai toujours été attirée par les sciences humaines, la biologie, l'anatomie, la biochimie. J'ai toujours adoré ça. Et en fait, je trouvais que je voulais un contact humain, je ne voulais plus être derrière des machines, parce que j'ai fait des études aussi, et elles étaient amenées à ce que je sois derrière une machine toute la journée, et je peux pas. En fait, il faut que je bouge, il faut que je parle, il faut que je discute, il faut que je rigole. Et en fait, ma maman m'a beaucoup parlé de ses études, et c'est vrai que quand elle m'en parlait, elle me disait que ça a été ses meilleurs moments, donc voilà. Je me suis dit pourquoi pas tenter. Et je suis tombée amoureuse donc de ce métier par la suite, quoi. Alors quand tu parles du contact humain, on te voit rire, on se dit que tu dois amener beaucoup de bonne humeur à tes patients. Oui, on m'entend très souvent rire, je bien. vous avoue. On m'entend de très loin, mais oui, on me dit souvent que je suis très souriante, donc on essaye, parce qu'ils sont dans des situations difficiles, donc on essaye d'apporter un petit brin de rigolade et de sourire. On essaye. Est-ce que tu trouves effectivement que c'est un métier contraignant, difficile? Difficile, oui, mentalement et physiquement. Mentalement parce qu'on est face à des situations qui sont parfois très très difficiles à vivre pour le patient, mais pour nous aussi, qui font peut-être écho aussi à notre passé. Et savoir amener les choses, essayer de diriger le patient, l'accompagner le plus possible, c'est un peu notre raison en tant qu'infirmière. Et parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas, et ça c'est très dur à vivre. Physiquement, parce que en orthopédie, les personnes ont besoin de nous, on les porte, on les soulève, on les pousse, on les lève, on les déplace et le dos prend, même si on fait attention. On a beau dire ce qu'on veut, on essaye de faire attention. Il y a beaucoup de choses dans ce métier qui font que c'est très difficile, mais ça nous apporte beaucoup de choses. Gratifiant. Ouais, on se sent utile. Moi, c'est pour ça aussi que j'aime ce métier. Tu as beaucoup de retours des patients? Beaucoup de retours de mes patients, oui, bien sûr. Souvent, c'est des remerciements. Des cadeaux, ils nous offrent aussi des chocolats souvent. C'est bien. Voilà. Donc oui, on a quand même, on sent. Et puis même s'ils nous le disent pas, le fait de savoir qu'ils marchent et qu'ils partent et qu'ils sont mieux que quand ils sont arrivés, c'est suffisant. Je n'ai pas besoin de plus en tout cas. Ça consiste en quoi ta journée ici au service orthopédie, traumatologie? Alors le matin, on arrive, on a le rapport à 7 heures. Qui dure plus ou moins, ça dépend de s'il y a beaucoup de choses à dire ou pas, mais parfois il peut aller jusqu'à 7h40. Et puis, nous passons chacun son organisation, mais moi je passe dans toutes les chambres, je prends tous les paramètres chez tous mes patients. Comme ça, j'ai une vision globale, je vois qui a mal, qui n'a pas mal, qui a besoin de quoi que ce soit. Et puis après, je commence mon tour des médicaments. Donc principalement, les personnes qui sont douloureuses passent en priorité. Celles qui partent en ambulance, par exemple, aussi sont dans ma priorité. Et puis, je continue mes chambres comme ça au fur et à mesure. Donc ça, c'est le début de la matinée jusque, si tout se passe bien, 9h30. Puis après, on passe au pansement. Et là, c'est encore la même chose. Donc la priorité, c'est aux personnes qui sortent. Ou s'il y a quelque chose, une urgence, on va s'occuper de celle-ci, forcément. Et donc ça, c'est à peu près jusqu'à 11h, maximum 11h30. Puis après, je commence mon tour de midi.
et mon tour de midi. Donc en fonction des patients, s'ils ont été opérés, donc s'ils sont à J0, donc le jour de l'opération, J1 ou J2, donc premier jour et deuxième jour de l'opération, je recheck tout ce qui est paramètres, donc tension et pulsation. Puis je commence mon tour et je donne les médicaments qui sont prévus à midi et j'évalue, donc je recheck les pansements, je refais mes surveillances forcément et puis je donne les médicaments et si besoin, en plus d'un antidouleur, je redonne un antidouleur. Des grosses journées, tu as dit que tu étais là à 7h, c'est ça, 7h40, 7h30? Alors oui, avant 7h. Avant 7h, et parfois tu fais les nuits aussi. Oui, parfois, comme une infirmière de base, hein, on fait des matins, on fait des soirs, on fait des nuits, ça arrive. Et donc on jongle. Et notre infi-chef essaye de faire en sorte qu'on ait assez de récupération, que ça soit pas trop violent aussi, parce que changer de rythme, c'est très dur, surtout après les nuits, c'est très compliqué. Et donc voilà, il fait tout en tout cas pour qu'on soit bien par la suite. Et c'est complètement différent aussi, j'imagine, quand tu fais les L'organisation nuits. est totalement différente, même entre le matin et le soir. C'est déjà différent. Oui. Voilà, il n'y a pas les pansements le soir, c'est principalement des gros tours. Et la nuit, on est seul, du coup, pour tout l'étage. Alors on est seul, on n'est pas vraiment seul, on a notre téléphone, si on a besoin d'aide, on peut téléphoner au volant et ils viennent nous aider. Hein. Mais l'ambiance est complètement différente, oui. On est dans le noir et il n'y a pas un bruit. Voilà. Tu as des préférences? Préférences, non. J'aime vraiment aller dans tout. Il ne faut pas trop de matin, pas trop de soir. Non, vraiment le mélange. La diversité te convient bien. Complètement. Et puis j'imagine aussi, tu l'as dit, la nuit vous êtes seul, le jour il y a plus de monde, et puis il y a aussi une interaction, c'est aussi des équipes. Ah oui. Ça, c'est super important, le côté pluridisciplinaire. C'est très important, il faut que les informations, elles suivent. Tout simplement pour le patient. Il faut qu'on ait les bonnes informations, sinon c'est un peu bête pour lui et un peu bête pour nous, quoi. Donc c'est très important que ce soit avec les médecins et les kinés. Parce que nous, du coup, il y a beaucoup de kinés qui travaillent avec nous. En orthopédie, ça paraît logique. D'office, tous les matins, ils sont là et ils nous font leur topo après leur tour. Donc oui, ça c'est très important. On travaille aussi avec... diététicienne quand il faut, psychologue quand il faut. Vraiment, on est complet. En tout cas, on essaye d'être complet et d'être pas groupé, disons, mais ensemble pour gérer les patients de A à Z au mieux. Oui. Voilà. Tu es une jeune infirmière, est-ce que tu imagines autre chose pour la suite? Là, t'es bien, tu n'y penses pas? Alors, je vous avoue que moi, je suis bien ici. Donc, j'aimerais bien terminer ici, ça serait génial. J'aime beaucoup l'ortho, donc je pense, j'ai pas envie de... Non. Et puis, je suis tellement bien dans l'équipe parce que ça joue énormément. D'avoir envie d'aller au travail parce que l'équipe est géniale. Oui, ça c'est important. Le matin... Moi aussi, j'ai une équipe géniale. Oui, je me doute. Comme tu es la dernière qu'on interviewe avant de retourner en plateau, est-ce que tu aurais un petit mot à adresser à tes patients? Un petit mot à mes patients? Ou tes futurs patients, ou des patients qui sont passés ici? Alors, des patients qui sont quelque chose qui t'a touché? Il y a tellement de choses qui m'ont touchée. Oui, j'ai vu beaucoup de choses ici. J'espère principalement qu'ils vont tous bien. Que malgré leur situation, malgré ce qu'ils ont vécu ici, la chirurgie et après la chirurgie, ça peut être très dur, j'espère sincèrement que tout ce qu'ils retiennent, c'est qu'on a tout fait pour eux et que ça a été fait avec de la bonne humeur. Et comme on dit, on espère ne pas les revoir, parce que si on les revoit en général, c'est que ça va pas bien. Mais que chez eux, en tout cas, tout va bien. En tout cas, la bonne humeur, on la sent, ça c'est clair. Un tout grand merci en tout cas Léa, et on va te laisser retourner travailler. Merci. On voit vraiment bien avec Léa, c'est important, c'est ce réconfort que le personnel soignant, infirmier, infirmière peut apporter aux patients. Avec son sourire, elle le dit, ça c'est vraiment essentiel en fait. Oui, effectivement, le moindre geste, finalement, on arrive avec le sourire dans la chambre. Les patients qui sont là n'ont pas demandé de l'être, a priori. Et donc, effectivement, un sourire, un geste, une écoute, rentrer parfois dans une chambre, je parle d'anecdote, mais on rentre dans une chambre où un patient qui est douloureux, ou un patient qui est confus, et le fait d'y aller,
de sortir de la chambre en disant on l'a réconforté, il est moins douloureux, il a retrouvé de la dignité en fonction du patient qui est dans la chambre. Mais rien que ça, c'est ce qui finalement est le sens du métier d'infirmier. Avant de parler justement de la vocation, parce qu'on parle souvent de vocation, est-ce que tu as quand même parfois dans ton personnel, émotionnellement, ça peut pas devenir parfois un peu lourd pour certains infirmiers, infirmières, et venir t'en parler? Ça n'arrive pas? Alors, au niveau de la pénurie infirmière, effectivement, la charge de travail est plus grande et plus lourde. Et donc, on doit vraiment trouver une réorganisation des soins. Donc, on fonctionne avec des aides-soignantes, des assistants logistiques, des secrétaires, ce qui permet finalement de retrouver la plus-value et l'infirmière vraiment au chevet du patient. Et donc, c'est tout un travail, c'est toute une réorganisation. Il y a un travail à effectuer pour pouvoir retrouver ce temps au patient. Et effectivement, c'est difficile. Et donc, les portes sont grandes ouvertes pour sécuriser, pour soutenir, pour essayer d'apporter des solutions. Alors, il y a des patients qui sont souvent en fin de vie dans certains services. Oui, et donc, il y a des suivis psychologiques qui sont proposés. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut proposer pour justement pouvoir finalement soigner le soignant pour qu'il soigne mieux le patient. C'est ça, exactement. Et je pense aussi en oncologie. C'est un service que toi, tu as connu puisque tu as été infirmière en oncologie. C'est aussi un service où ça doit parfois être dur émotionnellement. Effectivement. J'ai une anecdote, par exemple, où, comme on parlait de soins qui n'est pas de la technique, mais qui est très humain, qui est très difficile, j'ai accompagné un patient qui n'avait pas de famille et qui avait demandé l'euthanasie. Et le fait d'être resté près de lui, de lui avoir tenu la main, voilà, ce qui donne vraiment de nouveau le sens et la reconnaissance du métier, quoi. Et donc oui, c'est très difficile. Et donc on doit effectivement avoir porte ouverte à tous les responsables qui finalement entourent ces équipes parce qu'elles ont besoin d'être entendues, d'être soutenues et de pouvoir apporter des pistes de solutions pour elles-mêmes pouvoir être soignées correctement. Oui, tout à fait. Alors tu l'as dit, c'est parfois très difficile. On parle souvent de vocation. Pour toi, c'est une vocation? Alors pour moi, ça l'était. Je pense que maintenant, il faut également essayer d'attirer plus qu'une vocation. Il faut pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, mettre en lumière ce métier. En disant clairement maintenant, il y a l'évolution professionnelle. Le métier, c'est pas un seul métier, c'est plusieurs. On peut évoluer, on peut faire d'autres choses, on peut éduquer, on peut se spécialiser dans une discipline. Et donc c'est finalement prouver que le métier, il a multiples facettes et qu'on peut s'y retrouver. C'est un métier humain où on est utile et donc beaucoup de gens recherchent ce type de métier. Et donc oui, on pouvait parler de vocation, mais je pense que maintenant aussi, il y a tout le côté reconnaissance, mise en place de choses qui peuvent rendre attractif le métier. Et donc il y a tout ça aussi également à travailler. Alors, le mettre en lumière, la reconnaissance, le valoriser, le revaloriser, puisqu'il y a pénurie, ça aussi, c'est vraiment important, quoi. Oui, c'est très important de le revaloriser. Alors, effectivement, tout à l'heure, j'ai parlé également un peu de la réforme. La réforme des hôpitaux qui est proposée permettrait finalement de mettre les effectifs dans les hôpitaux où on aura le plus besoin, les hôpitaux qui seront plus aigus, et pouvoir finalement remettre aussi la collaboration entre hôpitaux. Parce qu'on ne peut pas tout faire partout. Et également accentuer sur tout ce qui est soins à domicile, vraiment les soins support qui sera à l'extérieur de l'hôpital. Et donc ça permettrait de répondre déjà à la pénurie du personnel soignant, en plus d'essayer de reconnaître le métier et de le mettre en avant pour que les gens postulent pour venir travailler. On va continuer sur la reconnaissance et la reconnaissance des gens qui nous suivent ici, avec d'autres témoignages. Alors on a Valérie qui nous dit qu'elle est suivie depuis bientôt 3 ans, que ce soit de l'accueil à tous les étages, les infirmières, infirmiers et toutes les aides-soignantes et médecins sont devenus une seconde famille. Ça, c'est un beau témoignage aussi. C'est important, effectivement, parce qu'on dit toujours qu'on est plus souvent au travail qu'à la maison en tant qu'infirmier, comme on fait beaucoup les pauses. Et donc, c'est bien qu'on voit le côté familial qui ressort aussi et que les patients puissent aussi le ressentir. Donc, c'est vraiment un beau témoignage. Alors, Françoise dit également qu'elle est en admiration face aux infirmières et infirmiers. Ça fait vraiment plaisir. Alors, il y a aussi un côté parfois très technique dans votre métier. Et c'est le cas de Justine, puisque Justine est en salle d'opération. On est allé la rencontrer. On la regarde ensemble ? Bonjour Justine. Bonjour. Je t'intercepte à la sortie du bloc opératoire parce que toi, tu es infirmière en bloc opératoire. C'est-à-dire, tu es notamment instrumentiste, c'est ça ? C'est ça. Donc en fait, quand on est infirmière au bloc opératoire, on cumule plusieurs rôles. Donc on a à la fois circulante, instrumentiste et on peut faire de l'aide opératoire.
Donc circulante, ça veut dire en fait qu'on s'occupe principalement de gérer notre salle d'opération. Donc on est au plus près de l'anesthésiste. On l'aide pour quel que soit le type d'anesthésie. Alors vous avez l'infirmière instrumentiste. Donc elle s'occupe de gérer le bon déroulement opératoire. Donc elle donne le bon instrument au bon moment au chirurgien. Elle le prépare aussi avant? Tout à fait. Donc en amont, l'infirmière doit préparer le matériel, le vérifier et être sûre quand le patient est en salle d'opération qu'elle a bien tout ce qu'il faut pour le bon déroulement opératoire. Donc il y a vraiment une relation de confiance qui se développe au fur et à mesure avec le chirurgien. Parce que le chirurgien a besoin d'avoir l'instrument qui tombe au bon moment dans sa main. Comme on voit dans les films. Exactement. Scalpel. Il doit vraiment se concentrer sur le geste opératoire et on est là pour l'aider. Et donc ça met comme ça un bon climat dans la salle d'opération s'il sait que tout va bien se dérouler. Évidemment, mais ça veut dire que en tant qu'instrumentiste en salle d'opération, tu dois aussi connaître alors tout le matériel qui est différent d'une opération à l'autre. Le matériel qu'on t'a vu installer, c'était du matériel pour une chirurgie bariatrique, c'est ça? C'est ça. Donc en fait, quand on est infirmière de bloc opératoire, quand on veut instrumenter, on se prédestine en fait à une discipline de préférence. Donc on a, pour ma part, moi je fais énormément de digestive, d'urologie, parfois je fais de la vasculaire, de la plastique et maintenant de la maxillo. Donc ça nécessite de connaître toute l'intégralité des boîtes, les habitudes du chirurgien. Et donc, et voilà. Donc c'est super chouette de pouvoir aller dans plusieurs disciplines. Oui. Alors tu as dit circulante, instrumentiste et le troisième c'est de l'aide en fait. Aide opératoire. Donc ici on a des assistants qui sont là, mais il peut arriver qu'il n'y ait pas d'assistant. Et donc du coup on est en face du chirurgien, il nous demande de tenir un écarteur, il nous demande d'aspirer pour pouvoir aller effectuer son geste opératoire. Tout à fait, ça aussi on voit dans les films. Aspiration. Qu'est-ce qui t'a amené justement à vouloir te diriger vers cette spécialité? Tu faisais autre chose avant? Non, moi j'ai toujours fait le bloc opératoire parce que c'est vraiment un métier passion. Donc c'est un métier où c'est très technique, ça évolue énormément et alors il y a tout le volet où on travaille vraiment en étroite collaboration avec le chirurgien, l'anesthésiste et en fait dans la salle d'opération, chaque membre de l'équipe est important pour le bon déroulement opératoire et essentiel pour le patient. Donc ça, c'est ça que j'aime beaucoup, le côté technique et le côté confiance que les médecins ont avec nous. Donc c'est l'envie que tu as eue directement, c'était le bloc opératoire, c'est quelque chose qui te passionnait quelque part. Voilà, c'est un peu à part par rapport oui, tout à fait. aux étages où ici c'est vraiment quand on arrive, quand on a des étudiants, mais ils sont un peu perdus parce que c'est vraiment complètement différent d'une prise en charge à l'étage et c'est ça qui est chouette parce que on travaille avec énormément de matériel, on doit connaître les habitudes et tout ça, au fur et à mesure des années, on attrape de l'expérience et donc c'est chouette. Le chirurgien apprécie quand on peut vraiment les aider. Oui. Être un vrai soutien, une équipe. Tout à fait. Alors le côté infirmière plutôt d'étage, tu l'as connu, mais de l'autre côté, et tu l'as connu en plus à l'étranger, parce que tu as accouché en Guadeloupe, c'est ça? Oui. Parce que tu travaillais là-bas, tu es partie travailler là-bas. Oui. Et d'ailleurs, est-ce que tu faisais la même chose aussi, bloc opératoire là-bas? Oui, donc c'est ça qui est génial dans notre métier, on a un peu un langage universel, donc installer un patient en salle d'opération, mis à part les habitudes du chirurgien qui sont complètement différentes, pour le reste, ça reste la même chose. Les instruments sont les mêmes, le matériel, les firmes, c'est les mêmes. Peut-être qu'il y a des petites différences d'un pays à l'autre, mais sinon, ça reste la même chose. Et c'est ça qui est chouette, où on voit que on parle le même langage. Exactement. Alors, en tant qu'infirmière, quand tu as été de l'autre côté, en maternité et en Guadeloupe, comment est-ce que tu as eu ce rapport à l'infirmière d'étage, du coup? Essayer de les embêter le moins possible, vraiment quand c'est essentiel, oui c'est vrai, parce qu'on ne se rend pas compte qu'il y a énormément de travail, beaucoup de stress, beaucoup de gestion au niveau, beaucoup de patients et parfois il y a des urgences et tout ça et donc on préfère les appeler le moins possible. Mais c'est vrai que parfois quand on est de l'autre côté de la barrière et qu'on se retrouve patient, parfois on sait un peu plus, peut-être des choses qu'on n'a pas tellement envie de savoir, mais bon, ça fait partie du jeu et voilà. Alors ta spécialisation, on l'a compris, c'était une évidence, mais est-ce que le métier d'infirmière, c'était une évidence pour toi?
ça a été très compliqué de choisir mon métier. Ça s'est fait vraiment au dernier moment. J'hésitais avec le métier d'institutrice. C'est vrai? Ah bah voilà. Et voilà. Et en fait, le métier d'infirmière, c'est un super beau métier qui est hyper polyvalent pour faire plein de choses. Et pour rien au monde, je changerais Oui, de donc métier. pas de regret. Non, pas de regret, pas du Clairement. tout. Est-ce que tu te vois évoluer vers autre chose dans ton métier ou pas spécialement? Ce qui est chouette, c'est que voilà, ici, on peut apprendre de nouvelles spécialités, on peut se mettre de nouveaux challenges, donc on n'est pas figé. Voilà, c'est un métier où on peut évoluer, on peut prendre des responsabilités. Donc voilà, pour le moment, je suis bien, je me forme à une nouvelle instrumentation. Donc comme ça, on apprend de nouvelles habitudes, on voit du nouveau matériel. Donc c'est chouette et c'est toujours pour ajouter une corde en plus à son arc. Ben voilà. Alors, des responsabilités, tu en as, Justine, et tu en as notamment ici en salle d'opération, car tu vas devoir retourner. On t'a vraiment chopé entre deux opérations. Donc, en tout cas, je te remercie pour ton témoignage. De rien, avec plaisir. Merci de m'avoir laissé parler. De ton beau métier. Exactement. Et on te laisse retourner en salle d'op. Merci, C'est Justine. gentil, merci, au revoir. Au revoir. On le voit ici avec Justine, ça peut aussi être très technique, le métier d'infirmière. Effectivement, la salle d'opération, c'est un hôpital dans un hôpital. C'est vraiment quelque chose d'assez pointu. Alors souvent, on pense au chirurgien, à l'anesthésiste, mais effectivement, il y a l'infirmière instrumentiste, où il faut parfois des mois pour pouvoir se former à une ou plusieurs disciplines. Et donc, effectivement, il faut de la rigueur, il faut connaître les procédures sur le bout des doigts. Il faut pouvoir se coordonner, pouvoir rebondir. Donc, effectivement, c'est très technique, très technique. Et puis, elles sont parfois soit instrumentistes, soit volantes, soit carrément elles aident vraiment le chirurgien. Elle disait, parfois on nous demande aspiration. On rigolait parce que tu l'as vu, comme dans les films, scalpel, oui, c'est vraiment aspiration, ça. etc. L'instrumentiste, c'est vraiment son métier, c'est de pouvoir vraiment assister le chirurgien et donc finalement être le prolongement des mains du chirurgien. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Et hors plateau, après, on en parlait avec elle, elle disait que parfois ça mettait 3 ans si on voulait être complète par rapport à la salle d'opération, ce qui paraît finalement assez important. Effectivement, en salle d'op, il y a beaucoup de disciplines, on s'en rend pas compte. Il y a la digestive, il y a la pneumologie, il y a l'oncologie qui touche un peu tous les organes, il y a la cardiologie, il y a la neurochirurgie. Donc il y a énormément de disciplines et pour être formé, il faut pouvoir passer dans chaque discipline et y rester un petit temps parce qu'effectivement, si on n'y reste qu'une semaine, on ne va pas apprendre à être experte. Et donc c'est pour ça que souvent les instrumentistes, elles sont soit à une discipline, soit à 2. Parce qu'on ne peut pas se permettre de former pendant 3 ans quelqu'un à toutes les disciplines et on fait mieux que ce qu'on fait souvent. Et Évidemment. donc effectivement, on fait vraiment des disciplines soit seul, soit à 2 maximum dans les salles d'op. Alors le côté humain est moins présent. Alors effectivement, le patient dort, mais avant tout ça, il y a tout ce qui est préparation. Donc il y a le fait de rassurer, d'installer, de se présenter. C'est la dernière personne qui finalement va voir la personne s'endormir. Et ça, c'est super donc c'est important. super important de pouvoir rassurer le patient. Donc il y a tout un rôle infirmier également à jouer là. Et au réveil. Et au réveil, et c'est super important De nouveau, aussi, la douleur, la gestion parfois du patient qui ne se souvient plus qu'il a été opéré, donc est un peu confus. Donc vraiment tout ce côté rassuré, soulagé est vraiment très important aussi. Mais effectivement, pendant l'opération, il dort. Alors c'est bien de voir cette diversité et donc toi tu aurais peut-être quelque chose à dire puisque c'est un métier en pénurie aux personnes qui hésiteraient encore à se lancer dans ce métier. Alors c'est un métier, moi je l'ai très à cœur puisque je le pratique depuis 20 ans maintenant et oui c'est un métier qui nous rend utile, où on prend soin des gens, où d'office on a un impact dans la vie d'un patient, peu importe dans quelle partie de sa vie on va intervenir et donc c'est un métier qui est comme je dis toujours, on recherche du sens, qui a vraiment du sens. Et donc, postulez. Faites les études, postulez, c'est vraiment quelque chose, un métier qui apporte énormément aux personnes. Mais je dis toujours, il faut d'abord prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Et donc c'est pour ça que je fais particulièrement attention à ça aussi. Et comme tu fais particulièrement attention à ça par rapport à ton personnel, bien ton personnel, c'est peut-être le moment de leur adresser un message. Oui, où est-ce que je peux regarder pour les reins? Tu peux regarder là. Donc je voulais vous remercier pour votre investissement, pour tout ce que vous mettez en place pour garder des soins de qualité malgré les difficultés au quotidien, pour votre sourire, pour votre bienveillance et pour votre permanence et continuité des soins qui nous permettent finalement de pouvoir soigner au mieux le patient. Donc merci beaucoup. Et moi, je te remercie, Caroline, en tout cas pour ton témoignage et cet éclaircissement sur ce beau métier.
Merci beaucoup. Et une très belle continuation. Merci. Bon, on était ravis, en tout cas, de mettre ce métier à l'honneur parce qu'on se rend compte de toute sa complexité, sa diversité, le courage des infirmières et surtout l'importance de ce métier. Et le mois prochain, on parlera de toute autre chose puisqu'on parlera de vos vacances, de vos voyages et aussi de votre santé parce que c'est parfois lié, on n'y pense pas toujours, mais on pourrait avoir des vacances ou un voyage gâché parce qu'on n'a pas pensé à sa santé. On en parle le mois prochain et si vous avez déjà des questions, eh bien n'hésitez pas à les poser en commentaire. À très bientôt.